Merci Paul pour ce tour d'horizon des sujets politiques à l'Assemblée, où il a été question de l'Ukraine hier. Oui. C'est d'ailleurs par un débat sur l'Ukraine qu'a été reprise cette session, a été ouverte cette session parlementaire de septembre. Et on va précisément s'intéresser à la propagande russe avec votre invité. Bonjour à vous, Christian Maigrelis. Soyez le bienvenu. Attention à la marche. On le dit tous les jours, mais c'est vrai qu'on est soucieux de votre état et que vous ne tombiez pas. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Vous êtes l'auteur de Naufrage de l'Union soviétique, chose vue aux éditions transcontinentales. Merci à vous d'être là. C'est à vous. Merci Elisabeth, bonjour, bienvenue. Vous venez donc d'offrir de votre livre intitulé Le naufrage de l'Union soviétique, les choses vues. Quelles sont les choses que vous avez vues avant la chute du mur qui vous semblent toujours d'actualité dans la Russie de Vladimir Poutine aujourd'hui? Mais je dois dire que pas grand-chose. Parce qu'à l'époque de la chute du mur à Moscou, soufflait un grand vent de liberté. Tout le monde pouvait dire ce qu'il voulait. Et il n'y avait aucune oppression. C'était le retour à la normale occidentale, si je puis dire. Aujourd'hui, la situation est complètement différente. Les Russes vivent dans la contre-vérité du matin au soir et du soir au matin, et ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Justement, vous parlez du mot contre-vérité, vous êtes notre invité parce que vous avez conseillé Gorbatchev. Gorbatchev, je ne sais jamais comment on prononce pendant les fameux 500 jours, on va y revenir. Mais d'abord j'aimerais qu'on se consacre à un mot. Vous parlez de contre-vérité, mais écoutez le mot qu'a utilisé la Première ministre hier à l'Assemblée nationale lors de son discours sur l'Ukraine. L'économie russe s'est considérablement rétractée, avec une chute de 6% de son PIB pour cette année. Avec les prix élevés de l'énergie, Moscou tente pour l'instant de maintenir l'illusion. Mais les faits sont là. La propagande russe ne doit pas nous berner. La propagande russe ne doit pas nous berner. La Première ministre parle sur un plan économique par rapport aux sanctions. C'est quoi cette propagande russe que vous avez vue de l'intérieur, vous? Écoutez, c'est plus qu'une propagande, c'est un système très bien organisé qui permet de transformer la vérité en mensonge et la mensonge en vérité. C'est la copie conforme du système qui avait été décrit par Orwell dans son roman 1984, où il y avait 3 commandements, vérité égale mensonge, et c'était vraiment... j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de réinventer la République Eurasia de George Orwell. À ce point-là, on en est là? À ce point-là, oui. On pense aussi à une... Avec le système d'observation permanente de chaque citoyen, de façon à éviter qu'il dise la moindre vérité et qu'il reste dans le monde de la contre-vérité. On pense aussi à... La vérité égale le mensonge. On pense aussi à plusieurs conversations du président Poutine avec Emmanuel Macron, où on s'est rendu compte avec le recul qu'il lui avait tout simplement menti. Il ment, factuellement. Notamment sur, on se souvient, juste avant le début de la guerre, il dit non, il dit qu'il est dans sa salle de sport, il dit qu'il ne va pas envahir, et il envahit l'Ukraine. Donc il ment, Vladimir Poutine, c'est aussi simple que ça. C'est des mensonges, mais parfois c'est plus subtil. Cette propagande, évidemment, le principe, c'est qu'on ne l'entend pas à la télévision russe, le mot propagande, sauf une fois, ce mot s'est retrouvé dans la télévision russe. Nous sommes mi-mars, quelques jours donc après le déclenchement de l'offensive en Ukraine, et c'est Marina Ovsyannikova qui interrompt le journal télé du soir de la grande chaîne russe Péricanal, où elle travaillait comme journaliste depuis 20 ans. Elle agite, vous voyez, cette pancarte appelant donc à la fin des combats et à ne pas croire la propagande. Alors elle a été arrêtée, elle a eu une écopée d'une amende, elle s'est exilée et elle est retournée en Russie pour s'occuper de ses 2 enfants. On a appris hier qu'elle avait été placée sur la liste des personnes recherchées en Russie. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Qu'est-ce qu'elle risque? Et qu'est-ce que ça veut dire de la télévision russe aujourd'hui? J'ai l'impression que le vent tourne un petit peu, non? Sur la propagande. Le vent tourne, oui. Le vent tourne parce qu'on a l'impression qu'il y a au Kremlin un parti absolutiste qui veut aller beaucoup plus loin, qui critique l'armée et qui critique la manière dont l'affaire de l'Ukraine a été menée en disant on aurait dû envahir ce pays d'un seul coup, en quelques jours, et on a tergiversé, et c'était une erreur. Voilà. Et alors ça, c'est, je dirais, c'est le parti de l'absolutisme, du fondamentalisme, tel qu'il est décrit par Orwell d'ailleurs. Toujours Orwell. Orwell avait dit il y a un grand continent qui s'appelle l'Eurasia, qui est en lutte contre un autre continent qui s'appelle l'Océania, mais le système dans les deux est le même. C'est-à-dire que
c'est le Big Brother, le grand frère, qui dirige Il surveille tout. et qui vérifie. Alors, on a, heureusement pour nous, je dirais, les Russes n'ont pas la technologie des Chinois. Ah, Aujourd'hui, les Chinois, Pour la c'est surveillance. Big Brother. C'est-à-dire que vous avez des caméras partout. oui. Et les téléphones aussi, ils surveillent Et très bien des les téléphones. téléphones. C'est-à-dire que le pouvoir sait, les services de renseignement savent ce que chaque citoyen dit, ce qui est quelque chose d'abominable. Et heureusement, les Russes ne sont pas arrivés à ce niveau de technologie, ils n'y arrivent pas. C'est pour ça qu'on voit des opinions diverses. Vous citez Orwell, j'aimerais qu'on parle de Goebbels. Vous en avez parlé plusieurs fois dans vos interventions que j'ai relues et que j'ai réécoutées. Et Vladimir Poutine a eu une petite phrase intéressante lors de ce dernier grand discours. Il existe une véritable famine informationnelle en Occident, car la vérité est interdite par la propagande. Comme disait Goebbels, plus le mensonge est terrible, et moins il est véridique, et plus on va y croire. Comme disait Goebbels. Comme disait Goebbels. Poutine cite le propagandiste d'Adolf Hitler. De voir qu'un leader mondial aujourd'hui n'a qu'une seule citation à donner dans un grand discours constructif de sa stratégie à long terme, puisqu'il parle pour les siècles des siècles. C'est Goebbels. On parle de Goebbels et justement, c'est quoi son histoire de dénazification? Je trouve que vous en parlez très bien de ça. Vous dites que c'est un mensonge total, que c'est un bobard, mais ça vient d'où? Son histoire de dénazification. Historiquement, ça a des racines profondes. Ça vient de très loin, ça vient de la Grande Guerre patriotique, ce qu'on appelle nous la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, les Russes ont été envahis par l'armée allemande, qui était une armée avec la doctrine nazie, et ils ont réussi à les vaincre avec des souffrances abominables, des millions de morts, des dizaines de millions de morts. Ils ont réussi à vaincre Hitler. Ils considèrent qu'ils ont sauvé la planète, et ils n'ont pas tout à fait tort. Et par conséquent, le nazisme, pour eux, c'est le mal absolu. Et donc, est-ce qu'on peut dire que Vladimir Poutine surfe sur cette histoire glorieuse de son peuple Absolument. pour faire de la propagande, encore une fois, contre les Ukrainiens? On peut dire ça ou c'est trop réducteur? On peut dire ça? Absolument. Il a construit son récit sur la conquête de l'Ukraine, sur le concept de l'Ukraine est nazie maintenant qu'elle n'est plus pro-russe. En fait, le contraire de pro-russe, c'est nazi. Il a construit ça comme ça. Parlez-nous de Vladimir Poutine, puisque vous l'avez croisé il y a 30 ans dans la mairie de Leningrad, si je ne dis pas de bêtises, et je vous cite, il était un fonctionnaire falot. Sur ce point-là, il a bien changé, non? Mais vous savez, quand il est sorti de l'école du KGB, il avait posé candidature pour le service Action, qui est le service noble dans les services secrets. Et ça a été refusé, et on l'a envoyé gratter du papier en Allemagne de l'Est. Et vous savez quelle était l'observation de ces examinateurs? Non. Ne mesure pas les conséquences de ses actes. Oh non, c'est trop beau. C'est trop beau pour être vrai, Écoutez, Monsieur Maigrelis. Bon. À propos, c'est ce que Il faudrait ressortir. c'est ce qu'il a dit lui-même Ouais. dans ses mémoires qu'il a publiés il y a une dizaine d'années. Et en plus, il l'a dit oui, lui-même. absolument, Il en il était s'en est fier, d'une vanté. certaine façon, oui. Il a raconté sa sortie de l'école du KGB, comment il a été nommé en Allemagne de l'Est, comme il connaissait un peu l'allemand, on l'a mis dans un poste de bureaucrate en Allemagne de l'Est. On s'est bien trompé sur lui quand même. Ouais. Quand on l'a mis à la tête de l'Union soviétique, de la Russie, c'est autre chose. Pardon. La montée de Poutine à la tête de l'Union soviétique, c'est un grand complot du KGB pour mettre son représentant à la tête du pays. Et De la votre- Russie, pardon. Votre dernière conversation directe avec Vladimir Poutine, c'était quand? Vous vous avez dit quoi? Vous parliez économie, j'imagine, à l'époque? Ah ben, c'était à l'époque, c'était en 91. À l'époque, il était Au moment de la chute du responsable mur. des relations internationales à Saint-Pétersbourg et il avait créé le comité international pour la renaissance de Saint-Pétersbourg puisqu'on avait changé de Deux ans nom. après la chute du mur. Voilà. Et alors, il voulait qu'il y ait des étrangers, qu'il y ait des non-russes. Donc, il avait entendu parler des missions que je menais pour le président Gorbatchev dans le cadre de la perestroïka économique et des conférences que j'organisais dans les grands pays. Et il m'avait dit, ben, écoutez, est-ce que vous pouvez
participer à ce comité. Je lui avais demandé qui participait. Il m'a dit j'ai déjà un prix Nobel. Hein, c'était le prix Nobel d'économie américain. Et je lui avais dit écoutez, j'accepte, mais je voudrais quand même en parler avec lui. Et alors il m'avait organisé un rendez-vous à Paris et j'avais rencontré ce prix Nobel qui m'avait dit mais allez-y, Poutine est un garçon bien, il faut faire fonctionner ce comité. Donc j'avais adhéré, il y a eu 2 réunions, puis ensuite Gorbatchev est tombé, les choses ont changé. Qu'est-ce qu'a dit ces vieilles photos de Poutine, torse nu, à cheval, qui exhibe son corps, qui fait du hockey? Qu'est-ce que ça dit de la Russie et de leur volonté d'un homme fort? Écoutez, c'est Nietzsche, hein. On revient toujours à Nietzsche, c'est la volonté de puissance. Ils n'arrivent pas ils sont partis d'une idéologie, ils ont quitté une idéologie. Or, les Russes ont toujours eu besoin d'une idéologie. C'est un peuple assez particulier. À l'époque tsariste, l'idéologie, c'était l'autocratie. Hein. Et après, il a fallu une autre idéologie qui a été remplacée par le communisme. Et depuis la fin du communisme, il n'y a plus d'idéologie. Et c'est ce qu'essaie de réparer aujourd'hui Poutine en introduisant la vieille notion de panslavisme qui date du XVIIIe siècle. Donc on ressort des trucs du siècle des Lumières, si vous voulez, d'époque de Catherine. Et on essaye d'imaginer pourquoi. Et on réinvente quoi? On réinvente le nazisme avec le système des Aryens. Parce qu'on considère qu'il y a un peuple supérieur, c'est le peuple slave, et que le peuple slave a pour mission d'organiser l'Eurasie. Et l'Eurasie, ça commence à Lisbonne et ça se termine au Kamtchatka. Et nous, c'est l'Océanie. C'est l'Océania d'Orwell. Absolument. On a le temps de voir une toute dernière image d'un homme que vous avez très bien connu qui est décédé cet été, donc Gorbatchev. On voit encore une fois Vladimir Poutine devant sa dépouille. On peut dire qu'il a fait moins que le service minimum. Et surtout, ça m'intéresse, vous avez dit le soir de son décès à Julia Hamet sur LCI qu'il était mort de chagrin, Gorbatchev. Quel chagrin? Oui, il a eu 2 grands chagrins, enfin il a eu 3 grands chagrins dans sa vie. Le premier, c'est la mort de Raïssa, avec laquelle il était fusionnel. Il a eu la mise à l'écart et la disparition de l'Union soviétique, qui voulait éviter à tout prix, et qui lui a été attribuée faussement après par Yeltsin, alors que c'est Yeltsin qui a signé la dissolution de l'Union soviétique, c'est pas du tout Gorbatchev. Et la troisième, ça a été cette invasion de l'Ukraine. Il était trop vieux, il ne pouvait rien dire, il était malade. Autant il a accepté l'invasion de la Crimée, autant il a refusé l'invasion de l'Ukraine. La Crimée, pour des raisons très simples, si vous voulez, c'est qu'elle avait été attribuée à l'Ukraine par la Russie à l'époque Khrouchtchev. Et c'était un bout de papier sur un bout de table pour récompenser, pour donner des preuves d'amitié à l'Ukraine, dans laquelle Gorbatchev avait été commissaire politique militaire pendant la guerre, et où il avait fait des exactions absolument épouvantables. Donc les Ukrainiens ne voulaient pas entendre parler de Khrouchtchev. C'est compliqué l'histoire. Et il a donné la Crimée à l'Ukraine pour avoir les voix de l'Ukraine au comité central et pouvoir être élu premier secrétaire. Il y a un dernier point sur. Donc d'un côté, l'Ukraine a été donnée par Khrouchtchev, et d'autre part. S'il vous plaît, excusez-moi de vous interrompre. Sur l'Afrique, autant on peut dire qu'en Russie et en Ukraine, le président Poutine semble un peu reculé, notamment à Liman. Autant est-ce qu'on ne peut pas dire qu'au Mali et surtout au Burkina Faso, encore ce qu'ont montré les images de l'ambassade de France attaquée via Wagner, est-ce qu'on ne peut pas dire que Poutine là-dessus, en termes de propagande, réussit ce qu'il fait contre les intérêts français en Afrique? Là, il est en train de réussir, oui. Ah oui, puisque le Gabon a voté au Conseil de sécurité, il s'est abstenu. Et c'était le seul francophone qui était là. Et je peux vous dire qu'au Congo, ils sont en train de négocier une base navale. Wagner est en train de négocier une base navale à Pointe-Noire. Donc j'ai l'impression qu'en Afrique centrale, ils sont en train de placer leurs pions. Et ça risque de durer longtemps. Parce que les Africains, ils ont usé la France, maintenant ils ont usé la Chine. La Chine a des dettes, a des créances énormes sur eux. Alors ils disent, bon, il en reste un à plumer, c'est la Russie, voilà.
Merci beaucoup, Christian Mayolis. C'était un bonheur de vous recevoir ce matin dans le temps de l'info. Merci à vous. Dans un instant, bien sûr, les chroniqueurs avec vous. Paul, il vous être question de tiges de fleurs, de docteur Folamour, de chômeurs égarés, malheureusement, 1 sur 4, et également des champions de l'opposition. Tout ça chez nos chroniqueurs. À tout de suite.